et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives. Joël Caserio, vous êtes président du mouvement Construire Autrement, qui va présenter deux candidats à ces élections. Ma première question, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit que la voie de la Calédonie et surtout ses perspectives sont plutôt obscurcies. On a fait 3 référendums sans avoir de perspective finalement. Et aujourd'hui, notre programme, il s'inscrit dans l'avenir, parce que ça s'appelle Agir pour l'avenir, savoir comment on peut tracer dès aujourd'hui les grandes perspectives de demain avec les priorités. On va en parler, bien sûr, mais c'est ça aujourd'hui notre moteur, c'est de savoir comment est-ce que les Calédoniens veulent vivre ensemble dans une économie qui soit durable et en respectant en fait les valeurs que sont les nôtres. Justement, vous avez deux axes prioritaires à la campagne, j'ai l'impression, qui est l'environnement, la lutte au changement climatique et la moralisation de la vie politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, le premier point, c'est effectivement, c'est essayer de trouver quels sont les moteurs aujourd'hui pour aller plus vite, plus fort et plus loin dans ce qu'on appelle la transition énergétique et plus généralement de la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les tendances, avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti en février, on nous laisse que 3 ans. Or, si on regarde les tendances du STANC, le schéma de transition énergétique de Nouvelle-Calédonie, lui, il s'établit sur 15-20 ans et on n'est pas du tout neutre au niveau carbone. Donc, il y a une dissonance entre les observations des scientifiques, les simulations, et ce que nous, on propose. Or, la Calédonie, on est le 5e producteur de CO2 par tonne et par habitant par an. À cause du nickel, j'imagine? Exactement. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose après le Qatar, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, il faut agir. Et pour nous, aujourd'hui, les perspectives ne sont pas bonnes. Puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir une barge qui va produire qui va pas non plus favoriser cette transition. On n'a pas fait des choix. Et ces choix-là, en fait, ils vont obérer en fait l'avenir des jeunes, de la jeunesse, et surtout notre trajectoire. On n'est pas dans une trajectoire vertueuse, on est dans quelque chose qui s'apparente en fait à un laisser-aller, ce qu'on appelle business as usual, oui. Et qui, en fait, on va pas du tout être dans les objectifs. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être dans les objectifs? On a fait 3 fois le référendaum, qui a donné le résultat que vous savez. Ça veut dire que finalement, on continue à appartenir à la sphère France. Et aujourd'hui, nous, on ne respecte pas les critères de Kyoto et encore moins ceux de la COP21. Et c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on entérine le fait qu'on appartient à l'entité française et qu'il faut qu'on s'inscrive dans la même démarche. La France a des contraintes industrielles, on va pouvoir en parler, mais pour pouvoir satisfaire ses objectifs. Et nous, on serait, entre guillemets, un passager clandestin. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire... ok, on accepte tout, mais on veut pas ça, on veut pas ça. C'est ça. Parce qu'on appartient aujourd'hui, juste pour vous donner un petit peu les conséquences du changement climatique, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on l'a tous vu, les traits de côte sont modifiés. C'est-à-dire que les surcotes, au cours des événements cycloniques, des tempêtes, on ronge les traits de côte. L'eau monte petit à petit. Alors, c'est pas visible, etc., mais on voit bien qu'au niveau des populations, surtout au VA, c'est très très visible. Les cyclones sont de plus en plus intenses et plus fréquents. Donc ça, c'était des modèles qui tournent et qui montrent en fait que ça va non seulement durer, mais s'amplifier. Il y a un article qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui pour montrer en fait que Nouméa sera une des villes qui sera les plus perturbées dans la zone subtropicale sud par l'effet des tempêtes, par l'effet des cyclones. Voilà. Ensuite, dans cette zone-là, donc il y a l'eau qui va monter, il y a le réchauffement, et il va y avoir ce qu'on appelle les grandes oscillations, l'interaction océan-atmosphère, qui sont El Niño et La Niña, qui vont donner des périodes de sécheresse avec des feux, donc mauvaise récolte pour l'agriculture et conséquences sur les prix de l'alimentation, donc raréfaction de l'eau, etc. Et puis, là, on est en plein El Niña, ou La Niña, pardon. Avec les conséquences qu'on observe. Voilà, exactement. Inondations,
les cultures sont détruites partiellement ou totalement, les prix sont modifiés, en l'occurrence sur les fruits, les fruits et légumes. Et donc tout ça, c'est un impact au quotidien. C'est-à-dire que se dire, on va laisser tomber, en fait, on va pas s'occuper du changement climatique, c'est se masquer la face. Hein, ils sont là, déjà, les conséquences sont déjà là, sont déjà perspectibles, mais ça va s'amplifier. Donc il faut agir. Et des fois, il est difficile de comprendre comment un député agit. Donc, comment est-ce qu'un député peut agir avec l'aide de la France pour justement lutter contre le changement climatique localement? Quels sont ses moyens d'action? Mais par exemple, je vous donne un exemple très simple. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taxe carbone. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est finalement libre de polluer. Il y a une impunité, entre guillemets. Hein. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est un enjeu. Et ça peut se défendre tout à fait au Parlement, enfin, au Parlement, à l'Assemblée. D'accord. Notamment aussi pour avoir une aide, pour pouvoir accompagner. Parce qu'en fait, la métropole a ce qu'on appelle le schéma national ou la stratégie nationale bas carbone. Nous, on a juste le STANC, qui nous oblige à rien. Donc là, il y a quand même un trou dans la raquette. Hein. Donc on fait bien, on habille ça un petit peu avec des grands mots, mais concrètement, il n'y a aucune contrainte. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut bien comprendre. Hein. Et ça, c'est les scientifiques qui le disent, du GIEC, le dernier rapport. Ça coûtera plus cher de ne rien faire au niveau des vies et des conséquences que d'agir aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous, on a une part de responsabilité dans le réchauffement global, je vous l'ai expliqué. Hein. Par tonne d'habitants, on est quand même le 5e contributeur mondial. Donc là, il faut bouger les choses. On va pas laisser. Alors même si après on se dit, oh, c'est pas grave, ce sera les enfants ou les petits-enfants. Hein. Il y a une question de responsabilité actuelle, générationnelle, à avoir pour dire, il faut saisir de cette question pour ne pas laisser la planète invivable. Très bien. Votre deuxième axe, c'est sur la moralisation de la vie politique. Qu'est-ce que ça signifie, moraliser la vie politique? Alors, vous avez vu le nombre l'abstention qui s'est produite dans les dernières élections. Il est probable que dans les prochaines, l'abstention soit assez importante. Pourquoi? Parce que les gens, il y a une distance entre les élus et le peuple et la population qui se creuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance, un manque de transparence, et donc il y a un délitement de la démocratie. C'est-à-dire que finalement, on donne un mandat à un élu, et puis on le laisse tranquille, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre finalement à la population. Et puis au bout de 5 ans, finalement, il va nous dire, il va publier une petite plaquette en disant, regardez, c'est génial ce que j'ai fait. Mais quid de ses dépenses? Qu'est-ce qu'il a eu comme lobby? Sous quelle influence il a exercé son mandat? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a que des lobbies partout, y compris à l'Assemblée nationale. Comment il a recruté son attaché parlementaire? Sous quels critères? Comment il a fait ses dépenses? Comment sa réserve parlementaire a-t-elle été dépensée? Enfin, il y a tout ça. Et tout ça, c'est obscur. D'accord? Oui. Donc, on travaille dans une absence de transparence, alors qu'on nous demande d'avoir confiance en quelqu'un qui ne va pas rendre, finalement, de compte quelque part. Donc, c'est ça, c'est l'objet, en fait, de la charte, avec plusieurs points qui sont bien sûr extensibles, mais que beaucoup d'élus locaux devraient appliquer. Hein. Ne serait-ce que la partie élémentaire, c'est de ne pas influencer pour pouvoir faire recruter quelqu'un de sa famille, frère, femme, mari, ou exercer son influence pour qu'il soit recruté. Ça me paraît élémentaire. Et justement, aujourd'hui, on a un problème dans la démocratie, c'est parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance, et tous les jours, il sort une histoire alors on ne va pas appeler ça forcément corruption, mais on peut appeler ça en tout cas connivence, en tout cas accointance, en tout cas accoquinement, voilà. Mais c'est pas ça qui fait que la démocratie soit durable. Hein. Oui. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les points qui sont sur cette charte des élus d'être mis en place? Ou alors, qui est-ce qui pourrait les faire appliquer? Donc, par exemple, le fait de rendre interdit d'embaucher son copain ou son fils, ou également rendre visibles les notes de frais. Qui pourrait faire appliquer ça? Le peuple. Il faut qu'on puisse modifier les lois. Et les modifications des lois, c'est donner des mandats à des gens qui disent, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je peux faire, et voilà ce que je dois faire. Et je vais vous rendre des comptes sur, je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Hein, c'est le vieil adage.
Et c'est ça, en fait. Il faut avoir confiance et il faut donner un mandat à quelqu'un qui veut changer cette loi. D'accord. C'est ça. Et pour l'instant, tout le monde est content, finalement. Bon, la soupe est bonne, hein, on va rester indépendantistes, loyalistes, et puis on fait notre cuisine tranquillement, on nomme des copains à droite et à gauche, et puis cette cuisine-là, ben, elle satisfait jusqu'au jour où, en fait, les problèmes vont arriver dans la rue, d'accord, et on n'aura pas réglé les grands problèmes. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui vont se déplacer pour aller voter aux prochaines élections législatives? Alors moi, je dirais que c'est pour les jeunes. L'avenir, c'est vraiment il faut agir maintenant. Et la jeunesse, elle doit comprendre qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est pas un détail. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est plus un sujet politique. Ça devrait plus être un sujet politique. Ça devrait être le sujet qui occupe notre stratégie économique. Voilà. Donc, il faut que les jeunes se saisissent de l'opportunité qui leur est donnée d'aller voter et d'agir pour l'avenir. Très bien. Joël Casarero, président du mouvement Construire Autrement. Merci beaucoup. Merci.